Henri-Claude, merci. Tu m'avais dit 4 minutes, tu as pris 8 ans, tu as pris le double. Vous allez certainement dire pourquoi ce type est en costume. Pourquoi est-ce qu'il porte une cravate? C'est quand même le soir, on est décontracté, etc. Alors, ce qu'il n'a pas dit, Henri-Claude, c'est qu'aux États-Unis, on m'appelle le Steve Jobs de la durabilité. Ah oui, je l'avais écrit, je ne l'ai pas dit, parce que je n'ai pas Voilà. lu. Mais alors, je le rajoute. Mais mes amis latino-américains m'appellent le Che Guevara. C'est pour ça qu'il faut que je mette la costume. Hein. Parce que sinon, on croit que je suis là avec un fusil, que je suis assez agressif. Et comme ça, je peux vous rassurer que je ne suis pas si vert que ça, pas si révolutionnaire, même si ce que je fais dérange beaucoup de gens. Je ne suis pas venu à cette terre pour plaire à tout le monde. Je suis venu pour déranger, pour faire penser, pour passer à l'action. Et c'est ça que la première photo, bien entendu, cette extrêmement belle mère qui est prête de donner à son fils la vie. Je crois que nous avons complètement perdu notre connexion avec la nature. Surtout quand on est un immeuble comme celui-ci, où il n'y a même pas une plante, même pas une fleur. Il n'y a absolument rien du tout. Mais heureusement, grâce à vous, c'est bourré de bactéries et de virus. Alors bon, voilà, la vie est présente. Je me pose la question, qu'est-ce que vous faites le matin quand vous vous réveillez? Vous faites ça? J'espère bien, je vous donne quand même avant tout un bisou à la personne à côté de vous. Vous dites quand même bonjour. Le grand drame aujourd'hui, que c'est 61%, selon les statistiques que j'ai lues il y a une semaine, 61% des Français, vous êtes Français, non? La majorité. 61% des Français regardent avant tout. Ah, mais c'est fou ça. Si la première chose que vous faites, c'est de regarder votre téléphone, les likes, le Facebook, etc., alors vous avez une vie épouvantable. Il n'y a pas de créativité, il n'y a pas d'imagination, il n'y a rien du tout. Ce que je fais le matin, n'importe où je suis, j'ouvre la fenêtre, je regarde. Il faut avoir un peu d'air, même si c'est pollué. Mais il faut l'air fraîche, il faut quand même ouvrir les fenêtres et voir les choses. C'est ça ce que j'aime bien faire. Ce n'est pas Photoshop, hein, c'est du vrai. C'est une photo prise en Autriche. Mais je crois que nous devons nous rendre compte que la manière dont nous vivons aujourd'hui n'est pas bourrée de joie, ni de la bonne santé, ni avec une belle créativité qui nous apporte quand même des jours pour nous permettre de rêver. Il faut rêver dans cette vie. Il faut avoir des fantasies. Parce que tout ce qui est construit autour de nous, mais tout, absolument tout, au début, était une fantaisie. Mais tout. Et nous avons cette grande capacité de transformer fantaisie en vision, vision en réalité. Mais tout ce que nous avons, même vos lunettes, madame, même nos lunettes sont produits d'une fantaisie et d'une créativité. Et c'est ça ce que je cherche. J'ai eu une amie, Aifukati, quand elle avait 6 ans, elle a dit, eh bien, un jour, je vais nager avec les baleines. Eh bien, voilà, elle nage avec les baleines. Elle a appris à apnée, elle a appris à nager 6-7 minutes sans respirer. Et elle fait plus que ça. Elle voit un mâle, elle va derrière. Elle dit bonjour, comment allez-vous? Elle ne parle pas, mais ils s'entendent quand même. La communication fut établie et elle invite le mâle de se tourner et de danser avec elle. Elle le fait. Vous vous imaginez ce que veut dire pour un enfant qui est à l'écoute, qui se rend compte qu'on peut danser avec les baleines. La majorité des jeunes en Chine, quand je suis avec eux, je leur demande, vous voulez apprendre le français ou la langue des baleines? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils disent? La langue des baleines, bien entendu. Et les baleines parlent quand même, je ne sais pas si vous le savez, les baleines parlent 40 langues différentes. La langue des baleines dans le Pacifique est une autre langue que dans l'Atlantique. Et le sud de l'Atlantique, c'est différent qu'en Norvège. Aujourd'hui, nous avons les instruments pour apprendre à écouter,
à la langue des baleines. Mais pour moi, c'est important. Aifukati, aujourd'hui, elle donne son nez au requin. Et les requins disent bonjour. Elle sait parler. Vous savez que nous avons un très grand problème avec notre société moderne. Toute notre histoire, grâce à la bonne nourriture, notre cerveau est devenu plus grand. Nous sommes les premières 3 générations dans l'histoire où notre cerveau est en train de... Incroyable! Vous voulez vous préoccuper des problèmes de changement climatique? Moi, je m'occupe de ça, hein? Le cerveau. Et pourquoi? Parce qu'on ne mange plus bien. Notre nourriture est devenue un peu épouvantable. Ce sont les mêmes blés pour tout le monde entier, échangés par les mêmes 3 entreprises le monde entier. Et nous en sommes bourrés de gluten. Et tout d'un coup, on se rend compte que nous sommes en train de manger, pas pour la santé. Nous avons oublié notre santé. Et c'est dans cet esprit-là que moi j'ai voulu penser, c'est un Néandertal, vous reconnaissez bien entendu. Alors même, déjà le Néandertal avait un cerveau qui était 10% plus que le cerveau du Homo sapiens sapiens. Mais mesdames et messieurs, on n'a pas le droit de qu'on appelle, nous, Homo sapiens sapiens. Nous sommes des Homo non sapiens. Nous n'avons aucune idée comment fonctionne la vie, on n'a aucune idée comment régénérer la vie que nous avons malheureusement perdue. Moi, j'ai eu la grande occasion de connaître Aurelio Peccei, un grand Italien fondateur du Club de Rome, qui était aussi président de la Fiat pour un bon temps. Et c'est lui, quand j'ai terminé l'INSEAD, il a dit « Mais tu ne rejoins pas Procter & Gamble ni McKinsey. Il faut que tu maintiennes ton indépendance et ta liberté. Tu deviendras entrepreneur. » Eh bien, je résume dans mes livres une centaine des initiatives, mais avant d'entrer dans ces détails-là, oui, c'est important d'écrire parce qu'écrire, ça veut dire partager. Inviter les critiques, inviter les commentaires, et c'est très important de le faire. Il y a peu de personnes qui connaissent notre initiative qui fut prise déjà en 1984. Vous êtes à Bogota. Vous avez la construction la plus importante des immeubles sociaux, d'intérêt social, et tous les 72 000 appartements en 1984 étaient déjà équipés avec énergie solaire. C'est encore aujourd'hui le plus grand projet du monde, énergie solaire, pour hébergement social. On n'a jamais répété. Je ne comprends pas. On a pris la décision, en plus, on a donné une garantie de fonctionnement de 25 ans. Parce que quand on a une garantie de fonctionnement, on pouvait inclure l'énergie solaire dans l'hypothèque. Et c'était financé. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, combien de produits connaissez-vous? On vous donne une garantie de 25 ans. Patek Philippe. Bah, c'est l'exception. Alors, vous devez dégager 50 000, hein? Alors c'est un peu... Mais c'est assez incroyable. Il y a 20 ans, cette année-ci, j'ai construit cet immeuble. Cet immeuble est la première grande structure d'usage public avec bambou. J'ai choisi le bambou parce que le bambou danse avec le rythme de la terre. Ce que vous croyez, c'est un tremblement de terre. Pour le bambou, c'est une danse. Comment est-il possible qu'aujourd'hui, la majorité du tiers-monde, il y a plus de 100 pays qui ont le bambou et on utilise le béton qui tombe partout quand il y a des tremblements de terre. Nous l'avons lancé, mais pour le lancer, j'ai décidé d'avoir un permis allemand. Vous savez, les Allemands sont un peu compliqués, hein, de temps en temps, avec les permis et la construction, et nous avons obtenu les permis. On a changé la vie en donnant vraiment un produit local
une approbation allemande. Mais ma petite entreprise pionnière du monde, c'était Ecovert. Qui connaît Ecovert? Ah, vous connaissez? Ah, merci, merci beaucoup. Ça fut vendu l'année dernière hein, pour... ouais. Mais Ecovert est une entreprise où, quand je suis devenu le président, le premier jour, j'ai décidé on va construire la première usine écologique du monde. Écologique, ça veut dire zéro dans l'air, zéro dans l'eau, je prends soin de tout moi-même. Alors j'avais un accord avec les syndicats. Vous savez, Français, il faut de temps en temps faire des accords avec les syndicats. Ah oui, hein, si vous ne faites pas des accords, alors là... Alors j'ai fait un accord avec les syndicats que le thermostat dans mon usine était mis à 11 degrés l'hiver. Mais j'avais acheté pour tout le personnel des sous-vêtements de Patagonia. Vous connaissez Patagonia? Alors une marque extraordinaire, c'est la marque de vêtements que vous achetez pour aller au Himalaya. Vous allez au Mount Everest, alors le sous-vêtement c'est Patagonia. Alors tout mon personnel. Alors le président de Patagonia m'appelle, il dit, mais vous allez grimper sur quelle montagne? Parce que vous venez de faire le plus grand achat de sous-vêtements dans notre histoire. Je lui dis, non, non, c'est pour mon personnel. Ah, le personnel va faire... Non, 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 c'est pour économiser d'énergie. Alors là, il n'avait jamais entendu cette histoire. Mesdames et messieurs, mon personnel, en accord avec les syndicats, était fou content d'être complètement habillés comme s'ils allaient aux Himalayas. Mais moi, j'avais fait le calcul. Si moi, je peux mettre le thermostat à 11 degrés, les vêtements se payent en 3 mois. Alors, c'est évident que je le fais. Et tout le monde est content. Deuxième chose, c'est le mardi midi. Il n'y a pas de grève. Ni le transport public est en grève. Tout le monde est au boulot. Où sont les bagnoles? Eh bien, mesdames et messieurs, moi j'ai décidé, nous sommes en 1991, j'ai décidé de payer mon personnel un demi-euro par kilomètre pour venir en bicyclette. Qu'est-ce que vous croyez que font les Belges quand on leur donne un demi-euro pour aller en bicyclette? Tout le monde en bicyclette. C'est assez évident. Alors on me dit, mais monsieur Poli, ça coûte l'argent. Non, j'ai fait un calcul, j'ai appris chez INSEAD, il faut faire des calculs financiers de temps en temps. Et j'ai fait le calcul, ce qui me coûte quand même place parking pour 120 personnes. Et si je fais le calcul, place parking 120 personnes, eh bien je peux l'amortir pendant 5 ans pour payer mon personnel un demi-euro par kilomètre. Et qu'est-ce qu'ils me donnent de retour? Leur santé. C'est évident. Quand le personnel fait 2 fois par jour exercice, ça fait du bien. Quand ils sont de meilleure santé, ça me donne une meilleure rentabilité. Je crois que nous avons perdu d'être un peu plus créatifs dans notre manière de devenir durable. Et de temps en temps, il faut dégager un peu de fonds, mais de temps en temps, il faut être peu raisonnable. Mais moi, j'ai eu un grand choc dans ma vie. J'étais le gourou de l'économie verte avec Anita Roddick. À l'époque, vous connaissez Anita Roddick, Body Shop? Voilà, vous êtes trop jeune, vous ne les rappelez plus. Alors avec Anita, on était un peu les gourous. Et tout d'un coup, je débarque en Indonésie, où j'étais devenu le plus grand acheteur de l'huile de palme. Et je me rends compte que moi, le gourou en Europe, était le responsable de la destruction du forêt tropicale en Indonésie. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on décide? Est-ce qu'on va faire moins mal? Faire moins mal, c'est mal. Hein? Si je suis un voleur, je vole moins, je suis voleur. Hein? Vous êtes d'accord? Si moi je pollue moins, je suis un pollueur. Hein? Mais qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui volent? On les met en prison. Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui polluent moins? On leur donne des prix pour l'environnement. Ça veut dire que nous avons une société avec double morale. Et moi, je ne l'accepte pas. Peut-être que je suis trop formé par les jésuites, c'est possible. Je
passé 16 ans chez les jésuites, alors là pour moi, l'éthique et la moralité est importante. On ne peut pas s'en passer, on ne peut pas faire moins mal. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes contents qu'il y a des gens qui font moins mal. Nous avons besoin des gens qui font du bien. Et c'est la logique de toute mon approche. Alors, je ne peux pas faire less bad. Ah, mes bicyclettes. Ben oui, j'avais parking bicyclette, je voulais vous dire. Parce qu'il n'y avait pas de voiture, mais quand même, il fallait garer les bicyclettes. Qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? J'ai ras-le-bol de ce modèle d'économie où on est obligé de concurrencer le monde entier avec le prix le plus bas. Si moi je suis obligé d'être le moins cher, le monde entier, je suis obligé d'exploiter mes travailleurs et l'environnement. Il n'y a pas de choix. Mais le modèle aujourd'hui économique qu'on nous enseigne ici à l'INSEAD, ce modèle est un modèle de concurrence, compétitivité sur base d'économie d'échelle et le prix le moins élevé. Et pour ça, je suis ici pour vous dire, excusez-moi, il faut changer ce modèle. Il faut changer l'école. Où les profs? Où sont les profs? Où sont les profs, Henri-Claude? Voilà, vous voyez ici ma fille, Chido, j'ai 5 fils, une fille. Ça c'est Chido, c'est ma fille. Et à 11 ans, elle a appris à faire pousser des champignons sur le marc café. Qu'est-ce que vous pensez qu'arrive quand elle débarque à Chipinge, au Zimbabwe, et elle dit à ces femmes qui ne gagnent même pas 1 euro par jour, « Mesdames, vous avez des déchets de café, je peux prendre champignons sauvages, je prends une petite pièce, on le met là-dedans, d'ici 2 semaines, vous avez de la nourriture. » Que font les femmes en Afrique? Avant tout, s'élèvent, chantent, dansent, et après, ils le font. Que font les MBA de l'INSEAD? Ils vont faire un plan d'affaires. Un plan d'affaires? Mais il faut faire, pas affaire. Et je crois que c'est la grande différence. Nous avons oublié d'être un enfant. C'est-à-dire on a oublié de faire quelque chose. L'enfant, le matin, ne dit pas quel est mon plan stratégique pour la journée. Mais jamais! Un enfant, même s'il n'y a rien pour jouer, le petit invente quelque chose pour jouer. C'est naturel. Le faire, tout le monde, quand on est petit, est un entrepreneur. On n'est pas un petit scientifique, comme disait Piaget. Tout le monde est un entrepreneur. On veut faire des choses. On veut réaliser des choses. On veut surprendre maman, papa, grand-père. Et c'est la vie qui m'intéresse. Aujourd'hui, nous avons plus de 2000 fermes de champignons sur le marc café, sur les déchets de café en Afrique. En Europe, États-Unis, Amérique latine, on a dans sa totalité 5000. Et les gens disent, Günther, médaille. Je dis non. Parce que le potentiel, est-ce que nous devrions avoir 1 million d'entrepreneurs qui le font? Parce que nous avons besoin de la nourriture saine, la nourriture fraîche, la nourriture produite localement. Et quand vous avez le café, vous aimez bien le café? Vous en avez besoin d'un café maintenant? Ah oui, j'ai entendu, oui. Si vous avez le café, vous ne buvez que le 0,2% de la totalité de la récolte du caféculteur. Qu'est-ce que vous faites avec le reste? Ne dites pas, ah moi je bois le thé. Le thé est pire, c'est 0,1%. C'est-à-dire nous sommes d'une société de consommation et nous rejetons tout le temps des produits de très haute qualité parce qu'on a dans la tête qu'il faut faire, ce qu'on enseigne ici, core business. Il faut focaliser sur un négoce. On ne peut pas faire 2 négoces. Claude, toi, tu fais plusieurs négoces. Toi, tu ne suis pas cette logique, tu n'as jamais été ici, c'est pour ça. Nous avons ces activités et on les a développées partout. Je crois que c'est très important. Le futur est le futur pour les entrepreneurs du bien commun. C'est quand même incroyable aujourd'hui. On est entrepreneur pour le fric, pour l'argent, et la société, et les communautés. Quels sont les droits? Et mesdames et messieurs, mes enfants,
apprennent à faire pousser les champignons. C'est mon fils de 3 ans là, il avait 3 ans. À 3 ans, il a appris à faire pousser des champignons. Alors, quand un jeune de 3 ans a pris un petit champignon du forêt et lui, sur le marc-café et le filtre Mélita de maman, il a fait pousser des champignons, vous croyez qu'il croit qu'il faut faire un planning de Sustainable Development Goals? Il faut se réunir à une échelle mondiale avec tous les chefs d'État pour réduire la pauvreté? Il dit, mais c'est un problème que j'ai résolu. Parce que dans sa tête, c'est simple. Le problème, c'est qu'on complique tout. Et trop. C'est mon livre. Quel est le résumé de mon projet? L'économie verte est quoi? Cette économie, vous concurrencez sur le prix le moins élevé. Et alors, si c'est vert, c'est éco, c'est plus cher. Ça veut dire, si vous voulez avoir un produit qui est bien pour vous et bien pour la nature, c'est cher. Qui a inventé ce système-là? C'est fou! Ce qui est bien pour vous doit être bon marché. Parce que sinon, ce qui est bien pour vous, la nature, c'est pour les riches. Si pour les riches, c'est pour une petite minorité. Et on ne change jamais la réalité autour de nous. Et c'est cette logique qu'on a transformée en économie bleue. L'économie bleue, c'est qu'on va introduire des modèles d'affaires, des modèles avec une innovation qui sont disruptifs. On est concurrentiel parce qu'on a multiples bénéfices. Mais avant tout, on crée des emplois. Mon modèle, c'est la nature, parce que dans la nature, il n'y a jamais de déchets. Les seuls qui sont capables de produire quelque chose que personne ne souhaite avoir, c'est l'être humain. On produit de la merde, on ne sait rien faire avec. C'est incroyable, ça. Hein? Nous sommes les seuls qui sont capables de produire des déchets. Mais en plus, dans la nature, il n'y a pas de chômeurs, ni syndicats. Ça n'existe pas. C'est intéressant, parce que tout le monde contribue toujours selon ses possibilités. Et c'est pour ça que j'utilise la nature comme mon grand maître. Je vous montre quelques personnes avec qui je travaille autour du monde. Vous reconnaissez quelqu'un? Oui. Elie Wiesel, voilà. J'ai travaillé 25 ans avec Elie Wiesel. Carlo Patrini, Slow Food. Il est là. Non, Grameen Bank n'est pas là. Non. Là, vous voyez quelqu'un qui n'est pas là. Vous connaissez la deuxième personne, la jeune femme là? Non? C'est ma femme. Alors, je suis content qu'il n'y a pas d'hommes qui m'ont dit « Ah, je la connais, hein !» Non, là, je deviendrai jaloux. Je travaille en ce moment beaucoup en Afrique, au Maroc. Et là, sur ces plages-là, est atterri en 1927 un jeune Français avec un avion Breguet. C'était qui? Saint-Exupéry. Il était arrivé à Tarfaya, et à Tarfaya, il allait quand même rassurer le transfert de la poste. Et dans cette région incroyable, il prenait la route chaque jour pour atterrir dans les dunes. Et les dunes, il passe par les dunes, et tout d'un coup, il trouve une pierre noire et lourde. Il trouve une seconde pierre, et il trouve cette pierre. Et il renvoie les pierres à Paris. Et Paris fait un appel le lendemain et dit « Antoine, tu as trouvé des météorites. » Vous connaissez la petite histoire qu'il a développée par après? Le Petit Prince. Vous avez lu Le Petit Prince? Qui n'a jamais entendu du Petit Prince? Vous êtes français, entre-temps, l'histoire qui fut inventée entre 2 déserts, entre l'océan et le Sahara, est devenu le livre le plus traduit dans le XXe siècle. 312 langues. Pour moi, c'est un enseignement très important, une leçon très importante. On est dans le nulle part et on s'imagine.
Et on s'imagine, on se pose des questions qui ne sont pas raisonnables. Vous vous rappelez. Et on est fasciné par une rose. Et tout d'un coup, il y a une histoire qui touche tout le monde. Et on souhaite le vivre. Eh bien, mesdames et messieurs, Le Petit Prince fut conçu dans le cerveau de Saint-Exupéry en 1927. Eh bien, d'ici 7 ans, on va célébrer le centenaire avec la récréation de tout le village autour de Saint-Exupéry de l'époque. Piste d'atterrissage, j'ai déjà fait. Claude, le piste d'atterrissage, je l'ai déjà refait. Tu peux venir. Tout d'un coup, on va reconstruire une société qui aujourd'hui vit en totale pauvreté. Vous connaissez peut-être Agadir, vous connaissez peut-être Tanger et Marrakech, mais si vous allez un peu vers le sud, c'est ça. Et pour moi, c'est important. Comment pourrions-nous imaginer un modèle d'affaires qui nous permet de refinancer cette grande histoire, cet environnement de cette grande histoire de Saint-Exupéry, et au même moment, éliminer la pauvreté? Je ne suis pas en faveur des protestations. Si les gens protestent et sont frustrés, c'est ma responsabilité de les inspirer. Ce n'est pas ma responsabilité de les critiquer. C'est ma responsabilité de les inspirer. Et notre grand problème aujourd'hui, c'est qu'on rejoint les protestations dans tous les sens du monde et on oublie que les solutions doivent être inventées. Et inventer les solutions, on a besoin des choses qui sont tout à fait hors du raisonnable. Mais pour être hors du raisonnable, il faut s'imaginer comment fonctionne le système. Nous sommes à Yellowstone National Park, aux États-Unis. Qui a été? Alors à Yellowstone, on avait les bords de rivières pure pierre. Pourquoi? Parce qu'on a éliminé les loups. Si vous n'avez plus de loups, les biches vont manger au bord de la rivière parce que c'est là où la pelouse est la plus riche pour manger. Comme les biches savent qu'il n'y a plus de risque, ils le mangent. Mais le jour où ils savent qu'il y a le risque, ils n'y vont plus. C'est pour ça que la réintroduction des loups, il y a 25 ans, a eu un effet extraordinaire. Tout d'un coup, les biches n'ont plus mangé au bord de la rivière et les rivières ont commencé à changer le courant, volume d'eau et tout est passé plus lent. Comme l'eau passait plus lent, l'eau a mieux coulé, mieux filtré, beaucoup plus de minéraux qui sont restés et tout l'écosystème s'est récupéré. Les loups sont responsables pour les déviations des rivières. Si vous comprenez ça, vous savez qu'il faut être un entrepreneur qui est capable d'identifier où sont les loups. Pas pour nous manger, mais pour savoir comment l'écosystème fonctionne. Parce que l'écosystème est complexe, et il y a des effets que nous, avec notre éducation cartésienne, ne sommes pas capables de saisir. Et c'est là exactement les nouvelles rivières qui sont capables de faire renaître tout un écosystème grâce à l'introduction de 60 loups. Je ne dis pas que le forêt de Fontainebleau doit avoir 60 loups. Je n'ai pas dit ça. Mais nous devons nous approprier des connaissances que tout le monde a. Vous jouez le yo-yo? Qui n'a jamais eu un yo-yo dans sa main? Alors tout le monde. Tout le monde a quand même appris quand c'est le moment de faire. Parce que si vous ratez avec une dixième de seconde, bzzz, ça ne fonctionne pas. Rappelez-vous, le yo-yo. Qui n'a jamais joué avec un cerf-volant? Comment vous faites pour que le cerf-volant, faut tirer? Et s'il ne fonctionne pas, vous devez
courir. C'est assez simple, non? Vous le savez. Qui n'a jamais eu un cerf-volant dans sa main? Les exceptions confirment la règle, hein. Ouais, madame, c'est normal. Rappelez-vous. Qui a encore une telle horloge à la maison? Coucou! Ah, mais voilà, mais pas mal de gens, hein? Vous savez que cette horloge, le coucou, fut inventée en 1620. C'est génial! C'est-à-dire, vous tirez un poids, bzzzt, et tout d'un coup, pour les 8 jours à venir, la force de la gravité est traduite en tic-tac, tic-tac, tic-tac. Un tic, c'est exactement 30 secondes. Tac, c'est encore 30 secondes. C'est de l'ingéniosité. On fait tic-tac, 30 secondes. C'est incroyable que nous sommes capables de faire une traduction de la force de la gravité en une force divisée par seconde pour 8 jours. Vous vous rappelez tout? Alors, vous voyez comment je travaille avec mes scientifiques et quel est le projet avec intelligence artificielle et robotisme qu'on met en œuvre pour changer le marché de l'énergie renouvelable. Vous êtes prêts? Ça va? C'est un bateau. C'est le premier bateau du monde qui ne fonctionne qu'avec l'hydrogène et cerf-volant. On prend l'eau de mer, on transforme en hydrogène avec énergie solaire, et là c'est mon yo-yo. Ça c'est notre cerf-volant, un peu plus grand, 40 mètres carrés. Alors c'est pas un petit, mais c'est un bon. C'est mon robot. Le robot, parce qu'on a besoin de quelqu'un qui tire les cordes tout le temps. Le robot, le bateau, le yo-yo. Vous voyez? Le yo-yo. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On lance le cerf-volant et on fait le tour comme les kitesurfers. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup de kitesurfers dans cette salle. C'est possible. Ah bon, voilà. 1, 2, 3. Ah non, merci. Je m'excuse. Au moins 10. Alors on fait le kite, on fait tourner le kite et on génère l'électricité grâce à la force. S'il y a un coup de vent de 100, 150 km/h, prend le cerf-volant et le tire à 600, 800 mètres d'auteur et revient. Et cette force, c'est notre génération d'électricité, 3 centimes kWh, mesdames et messieurs. C'est comme le nucléaire. Et c'est baseload parce qu'une fois lancé grâce au robot et l'intelligence artificielle, ça fonctionne pour toujours. Et si ça fonctionne dans l'eau de mer, eh bien ça fonctionne par terre. Hein. Nous avons bien solidifié ce système et nous sommes en train de faire maintenant notre 50 000 km. Nous sommes entre Chine et Japon. Et quand on rentre au Japon, parce que le bateau est basé à l'Orient, nous avons fait 90 000 km avec cerf-volant, hydrogène et solaire. Record mondial déjà aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On fait ça pour faire la preuve qu'il est possible de complètement repenser. Alors, vous voulez avoir un cerf-volant autour de l'INSEAD? Et ça, c'est le premier cerf-volant installé en île Maldives. Un conteneur de 20 mètres, un conteneur de 20 pieds, est installé, branché, et 30 minutes après, on a l'électricité. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah! Vous ne voulez pas venir voir comment ça fonctionne? Vous pensez que c'est tout Photoshop? C'est du vrai. Alors, ce qui est incroyable, c'est que nous sommes capables de changer complètement la logique.
La logique de l'éolienne, l'énergie éolienne est toujours pique-lote. Sont-ils là du vent? Non, 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 non. Vous avez appris comme enfant comment tirer le cerf-volant et quand vous tirez, vous avez toujours du vent parce que vous faites le vent. Nous avons transformé le système dans un système qui génère son propre vent. Je ne vends pas du vent, hein. Le premier pays qui va installer 250 systèmes pour être autonome en énergie, ce sont les Maldives. Qui a passé des vacances aux Maldives? Ah, vous passez des vacances aux Maldives? Ah oui, vous avez un générateur diesel derrière, hein? Ah oui, un peu de offsetting des carbones, oui. Mais je crois que c'est très important. De temps en temps, il faut décider de le faire et il faut faire ce qu'il faut faire afin que ça fonctionne. On doit devenir entrepreneur. Faire. Et bien entendu, le coût d'investissement dans la mécanique est seulement un tiers. 2 tiers, c'est la robotique et l'intelligence artificielle. Mais on a ce problème des plastiques. Qu'est-ce qu'on fait avec les plastiques? Mesdames et messieurs, vous mangez chaque jour, non, pas chaque semaine, vous mangez une carte crédit. Hein? Vous savez? Carte crédit, Visa, une carte bleue. Vous bouffez une carte bleue chaque semaine parce que vous buvez des bouteilles plastiques. Et quand vous buvez des bouteilles plastiques, vous avez dans une bouteille d'1 litre, vous avez en moyenne entre 3000 et 8000 microparticules plastiques. Nous sommes en train de nous mumifier lentement. Ça vous fait plaisir? La mumification entre êtres vivants. Intéressant. Normalement, c'est quand on est mort. Et pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Pourquoi on ne le discute pas? Parce qu'il y a des intérêts. On a 7 types de plastique, on ne sait pas les séparer. Les microparticules, vous savez, Saint-Tropez, vous connaissez Saint-Tropez? À Saint-Tropez, par litre d'eau, l'eau de mer, par litre d'eau de mer à la plage de Saint-Tropez, vous avez 8000 particules de microplastique. Vous voulez encore nager? C'est mieux de rester au restaurant. Hein? Le grand problème, c'est qu'on ne parle pas. Et c'est pour ça qu'il faut trouver des solutions. Des solutions qui sont tout à fait hors du normal d'aujourd'hui. Mais il faut chaque fois trouver des modèles d'affaires. Et les modèles d'affaires, ce que l'on travaille, il faut toujours avoir les sciences. Nous avons décidé, grâce à cette recherche, je reviens à Tarfaya au Maroc, où était Saint-Exupéry, et maintenant je reviens et on a constaté qu'il y a des algues de mer. Les algues de mer font quoi dans la nature? Les algues de mer sont les forêts de l'océan. On n'est pas du tout content que les forêts en Amazonie sont en pleine destruction, mais nous avons déjà détruit la totalité des forêts de mer avec notre obsession avec la pêche et les grands filets qu'on utilise. On a éliminé les forêts d'algues. Le petit qui nous reste en Bretagne, c'est tout petit. Et c'est pour ça que nous avons lancé le concept de régénérer des forêts d'algues pour pouvoir capturer les microplastiques. Merci, monsieur. Vous avez toute la logique et l'écosystème déjà. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est d'avoir des zones libres des microplastiques. Eh bien, on les crée avec des rideaux d'algues de mer. Nous créons des rideaux et les algues de mer capturent les microplastiques. De temps en temps, il faut qu'on mette 2 rideaux, comme à la maison, pour le soleil et pour la nuit, ou 3 rideaux. Et nous faisons les rideaux, et à l'intérieur de ces rideaux, on a éliminé les microplastiques. Nous sommes convaincus que d'ici 5 ans, vous allez exiger chez votre grand magasin un label qui s'appelle « Garantissez-moi qu'il n'y a pas de microplastique dans ma nourriture ». Je vous assure, si vous avez un microscope et vous êtes capable de regarder aujourd'hui, vous ne mangez plus Danone. Plus, c'est fini, parce que c'est bourré. Vous ne buvez plus Evian.
C'est bourré des plastiques, sauf que vous l'avez dans des bouteilles en verre. C'est mieux de boire le champagne. Merci pour l'idée. Vous avez tout à fait raison. Je vais appliquer cette logique ce soir. Mesdames et messieurs, ce qui est important de reconnaître, c'est qu'on a des défis, des problèmes, il y a des solutions. Nous sommes ignorants de temps en temps des problèmes, nous sommes ignorants des solutions. C'est pour ça qu'on a besoin des entrepreneurs qui sont hors du raisonnable. Ce sont les rideaux que nous avons maintenant testés en Chine. Et qu'est-ce qu'on fait avec les algues bourrées de microplastiques? On fait du gaz. On fait du biogaz. Et quand vous faites du biogaz, eh bien, vous coupez la moitié des algues parce qu'il reste repousse. Vous laissez alors des algues dans l'eau de mer. Ça veut dire que vous avez capturé carbone et vous avez maintenant du gaz. Et c'est du gaz à émission zéro. Ah, c'est pour ça que ma fondation s'appelle comme ça. Voilà. Je m'appelle Zéro Emission, émission zéro, parce que tout ce que je fais, toutes les initiatives doivent avoir quelque part une capturation de CO2 au même moment que je laisse circuler les émissions. Et quand vous avez la fermentation des algues, il vous reste un résidu solide, et ce résidu solide des algues est bourré de phosphate. Comment est-ce que vous avez les phosphates aujourd'hui? Avec des mines ciel ouvert. Je substitue les mines ciel ouvert avec phosphate bio en faisant gaz méthane et en me permettant de régénérer les forêts des mers. Ah! Ça vous paraît génial? Je trouve que c'est extraordinaire, mais c'est la nature qui me le fait penser ainsi. Et c'est cette approche qui me permet de quand même d'avoir des solutions avec multiples cash flows et avec peu de risques. Parce que si moi j'ai un revenu grâce au fait que j'ai du gaz et des phosphates, et en plus il y a quelques entreprises responsables qui sont prêtes de payer pour l'élimination des microplastiques, j'ai 3 cash flows. Si j'ai 3 cash flows, je n'ai pas de risque. Vous êtes d'accord? Si je n'ai pas de risque, qui va venir? L'investisseur. Les investisseurs viennent. Parce qu'à la fin de la journée, on n'aime pas prendre des risques. Et c'est pour ça qu'il faut faire le dessin des modèles d'affaires qui n'ont pas de risque. On n'enseigne pas ça à l'INSEAD. Ici, on enseigne avec risque. Je suis désolé que je tape un peu dessus. Je risque ma prochaine invitation avec les étudiants. Hein. Vous connaissez l'entreprise française Total? Ah oui, vous avez entendu parler de Total. Vous avez vu leurs campagnes publicitaires. Elles sont très durables. Hein? Ah oui, quand même. Regardez ce qu'on fait aujourd'hui avec le gaz méthane, avec le solaire. Je vois quelques personnes avec la tête un peu... sont probablement des anciens de Total. Mais vous savez que le grand problème, c'est que Total a investi en Argentine 7,8 milliards d'euros pour faire le shale gas, le gaz de schiste, le fracking. Ça, ils ne le mettent jamais dans la pub. Hein. Je ne comprends pas pourquoi. Ils doivent quand même dire, on fait ceci, on fait cela, et on met 100 fois plus d'argent dans le fracking que dans le solaire. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas? Transparence. Mais, si vous avez les algues, vous gagnez plus qu'avec le fracking. Et la France, les algues, Bretagne, Normandie. Nous avons fait le calcul pour le Maroc. Je ne connais pas les chiffres pour la France. Au Maroc, avec 3000 km² d'algues de mer, le Maroc est autosuffisant en énergie. Et le monde aura le même volume de phosphate aujourd'hui que l'on est en train de détruire des terres agricoles pour en retirer dans le sous-sol les phosphates. Mesdames et messieurs, il faut qu'on change les modèles d'affaires. C'est évident qu'on a besoin des phosphates.
Mais c'est évident aussi qu'on a besoin d'énergie. Mais pourquoi est-ce qu'on insiste à la destruction avec une entreprise qui est contrôlée par l'État? Bah, c'est à vous de dire le reste. Parlons un peu plus de café. Et honnêtement, Henri-Claude, tu me dis quand j'arrête, parce que moi, j'arrête jamais. Oui, je sais ça, mais vas-y. Cette fameuse tasse de café, j'aimerais bien toujours revenir aux choses pour que je peux continuer à entretisser les choses. Vous connaissez ce monsieur? Ah, pas Stevie. Vous connaissez ce monsieur? Alors, ce monsieur est incroyable. Hein? Ce monsieur est incroyable parce que quand il prend son café, ou quand madame prend son espresso à la maison, elle pense qu'elle est en train de prendre son espresso avec George Clooney. Elle est convaincue, hein? La pub est extraordinaire. Le type est extraordinaire parce que tout le monde est convaincu quand on prend Nespresso, on le prend avec George Clooney. Malheureusement, ce n'est pas avec lui, c'est seulement avec la machine et avec les capsules qu'on jette. Mais George Clooney a un tel succès que M. Clooney a reçu déjà 120 millions d'euros pour sa petite promo pour un peu de café. C'est quand même pas mal, 120 millions. Hein? Vous savez que c'est plus que l'ont reçu les caféiculteurs. Ah, c'est quand même pas juste. J'ai rien contre Clooney. J'ai certainement rien contre son épouse. Mais quand même, c'est un peu injuste. J'aimerais bien trouver un modèle d'affaires où il peut encore, bien entendu, gagner sa vie. Il a besoin de sa pension, un de ses jours. Mais entre-temps, moi, j'aimerais bien trouver un modèle d'affaires qui donne vraiment des revenus pour les caféiculteurs. Parce qu'en Afrique, la moitié des caféiculteurs ont perdu leurs terres les dernières 25 ans. La moitié a perdu ses terres. Aujourd'hui, en Colombie, il y a déjà 200 000 familles qui ont perdu leurs terres parce qu'ils se sont endettés pour pouvoir produire une nouvelle variété de café. Et ça n'a pas fonctionné. Alors je crois qu'il faut être quand même juste, équitatif dans la vie. On ne peut pas, absolument pas, continuer à ce modèle. Et c'est pour ça qu'on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait avec les 99,8% de café qu'on n'utilise pas? Et nous avons décidé de repenser le tout. On a fait maintes initiatives, mais notre dernière initiative, ouais, faut donner à manger aux gens, hein, ils ont besoin. Qu'est-ce que vous voyez là? Non, café solide. Barre de café. Barre de café, on utilise la totalité de la cerise du café. Aujourd'hui, un caféiculteur, il fait la récolte et il ne reçoit de l'argent que pour 20. Voilà. C'est du vrai, c'est pas imaginé. Hein? Qui souhaite avoir un café solide? Voilà, vous partagez entre vous, s'il vous plaît. Le café solide nous permet d'utiliser la totalité de la cerise parce que le cascara est plein d'antioxydants. C'est la concentration d'antioxydants la plus élevée dans la nature et on le jette. On préfère acheter des goji berries. On a les goji berries, mais les goji berries n'ont que la moitié ce qu'a la cascara. Et ça, on ne va même pas faire le compostage. Je ne comprends pas. Hein? Nous sommes quand même des Homo non sapiens. Et tout d'un coup, avec ce produit-là, nous avons un produit que vous mettez dans votre poche et ça va. Mais vous ne mangez pas. Ah, vous avez besoin de vos lunettes pour l'ouvrir. Ah ouais, c'est pas si délicat. Hein? Nous avons un produit qui fait la concurrence avec Red Bull. Vous connaissez Red Bull? Qui prend Red Bull? Ah bon, voilà, vous voyez les jeunes, tous, hein, Red Bull. Alors, pourquoi est-ce qu'on prend Red Bull? Parce que ce sont les examens, il faut quand même passer. Il
faut être concentré, ou soit on est gamer. Les gamers, ils sont en train de jouer. Fortnite, il faut aller, hein. 12 heures non-stop. Et si vous prenez 3 Red Bull, vous avez un grand problème. Il faut aller aux toilettes. Et quand vous allez aux toilettes, les autres continuent à tirer, hein. Alors, il y a même des couches-culottes pour les gamers, hein. Ah oui, les gamers ont des couches-culottes parce qu'on ne va pas quand même pour aller à la toilette perdre Fortnite. Alors, nous avons dit, ben voilà, vous avez maintenant un café solide. Un café solide, comme vous avez de 10 grammes, vous donne le même que 2 expressos. Et c'est 100% vegan, pas de sucre, naturel. Mais le plus important, le modèle d'affaires. Aujourd'hui, un caféculteur qui produit le café bio reçoit $1 200 la tonne. Si ce n'est pas bio, aujourd'hui, c'est $500 la tonne. Si c'est Fairtrade, c'est 1300. Fairtrade, on rajoute $100. Vous savez combien ça coûte ou combien on demande pour le café solide? Pour cette petite pièce-là, 1 euro pour 10 grammes. 1 euro pour 10 grammes, ça veut dire 100 000 euros la tonne. Vous vous rappelez le 1200, le 1300? On passe à 100 000. Maintenant, on fait des accords avec les caféculteurs dans le nord de la Colombie, à Santa Marta, avec les Kogi, les Arauacas. On fait des accords qu'ils achètent des terrains pour régénérer la forêt. Et dans la forêt, ils vont planter café et un peu de cacao. Et ils vont augmenter leurs revenus avec un facteur de 25. 25. Si vous êtes payé 25 fois plus, vous croyez qu'il y a un futur pour vos enfants? Ah oui. Vous savez que quand George Clooney reçoit une augmentation de salaire avec 25%, vous avez un futur dans votre ferme? Rien. Parce qu'il vient pour 2 heures pour prendre une photo. Mesdames et messieurs, nous devons de temps en temps dire les choses, mais pas avoir la critique pour seulement critiquer, pour réveiller les gens et de trouver des solutions qui vraiment apportent une transformation dans les communautés. On a besoin des solutions de base. Alors le produit, ben voilà, Mind Boosting Coffee Bar. 50 mg de caféine. Mesdames et messieurs, de temps en temps, et comme vous avez vu, il faut balader entre intelligence artificielle, les énergies renouvelables, les algues de mer, le café, les robots. Il faut vraiment commencer à repenser la totalité de notre société. Un des grands projets que nous avons entamé en Australie, ce sont les tomates. Non, ce n'est pas avec les Italiens, non. Pomidori, non. C'est avec les tomates. En Australie, quel est le problème? Ils ont trop d'incendies. Cause de l'incendie, c'est qu'ils n'ont pas d'eau. Il n'y a pas de précipitation. Alors tout d'un coup, la question était, comment est-ce qu'on va continuer à cultiver nos tomates s'il n'y a pas d'eau? Alors nous avons lancé un concept qui est un peu inacceptable pour ceux qui sont experts dans la cultivation de tomates, mais on s'est dit qu'on va cultiver des tomates et on va produire de l'eau. Vous me suivez? Normalement, 210 litres d'eau pour 1 kilo de tomates. Pour nous, c'est chaque kilo de tomate produit 3 litres d'eau. Je vous explique le modèle d'affaires. La technique est assez simple. On prend l'eau froide de mer, ce qui est en abondance, on le fait circuler dans le terrain et on a l'arrosé toute la journée. C'est assez simple, non? Faut être un grand ingénieur pour comprendre l'arrosé. C'est-à-dire, on fait l'arrosé, on cultive, on a l'eau. Mais qu'est-ce qui arrive comme plan d'affaires? C'était la première petite installation de 2000 mètres carrés. Aujourd'hui, nous avons la plus grande ferme des tomates en Australie. Tout avec énergie renouvelable, 100%.
C'est un investissement que vous voyez là de 220 millions d'euros. 220 millions d'euros. Eh bien, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui se passe avec un terrain où il n'y a pas d'eau et rien ne pousse? Combien payez-vous pour ce terrain? Rien! Combien payerez-vous pour un terrain où poussent des tomates, l'énergie à 100% renouvelable et vous avez l'eau potable, gratuit? Quelle est la valeur du terrain? Eh bien, grâce à ces j'ai financé l'opération. Mesdames et messieurs, l'eau, ça veut dire qu'on transforme des terrains sans valeur en terrains avec valeur. Et il faut alors utiliser les forces de la nature si elle est arrosée, et si vous permet de le faire. Aujourd'hui, on a un contrat avec Coles, la plus grande chaîne de distribution, la deuxième en Australie. Ils achètent tous les tomates. En plus, en parenthèse, c'est bio. Ah oui, en parenthèse, c'est bio, c'est normal, c'est bio. Qui veut encore manger des tomates qui sont bourrées des pesticides, des fongicides? Qui souhaite manger ça? Et en plus, OGM de la Chine. Alors, vous souhaite bonne santé. C'est là où il faut quand même prendre soin des gens. Ici, nous avons autre initiative qu'on a prise, parce que ce n'est pas seulement l'agriculture. Ici, sont le Novotel. J'ai pris Novotel parce qu'apparemment, il y a des fondateurs de Novotel qui habitent un peu près d'ici. Et sur le toit de l'hôtel, on cultive quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de cultiver là? La spiruline. Ah, vous connaissez la spiruline? Ah, oui, oui. Ah, vous savez que les Français importent plus de spiruline qu'à n'importe autre pays du monde. 86% de la spiruline consommée en France est importée. Vous l'importez de la Mexique et des États-Unis. Je suis désolé, je ne donne pas confiance aux Américains aujourd'hui. La qualité de la spiruline qu'on a là est une spiruline cultivée sur le toit. Et quel est le modèle d'affaires? Pour moi, j'insiste chaque fois, c'est quel est le modèle d'affaires? Parce que si je n'ai pas un modèle d'affaires, je n'ai pas d'investisseurs. Si je n'ai pas d'investisseurs, je n'ai pas l'argent pour investir, ça ne fonctionne pas. Et si je n'ai pas de rendement qui n'est pas seulement financier, mais aussi autre rendement, eh bien, je n'ai pas un futur. Je n'ai pas la crédibilité, je n'ai pas la loyauté de la communauté. Eh bien, mesdames et messieurs, on fait le programme, ça tourne, ça fonctionne. Eh bien, le premier cash flow, c'est le smoothie le matin pour le petit déjeuner. Et on paye 5 € pour un smoothie. Ah oui, c'est normal, hein? Un hôtel Novotel, le matin, un smoothie, 5 €, c'est rien. Mais je produis autant de spiruline qu'il n'y a pas assez de guests dans l'hôtel pour boire tous les smoothies que je peux produire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On est dans un enfant. Nous avons éliminé la malnutrition dans un périmètre de 3 km autour de l'hôtel grâce aux excédents de spiruline qui poussaient sur le toit grâce au système d'air conditioning. Pourquoi l'AirCo? C'est simple, parce que l'AirCo m'assure qu'il y a toujours la même température. Et les hôtels fonctionnent 24 heures sur 24 toute l'année. Mesdames et messieurs, je sais que Novotel n'a jamais pensé que le food and beverage, la nourriture et les boissons, leur apportaient un projet social d'élimination de malnutrition dans les régions où ils se sont installés. Jamais. Parce que ça, ce n'est pas ce que McKinsey propose. McKinsey propose le supply chain. Et spiruline ne fait pas partie du supply chain d'un hôtel. Mais si vous avez le toit et vous avez l'air conditionné, vous avez tout ce qu'il vous faut pour le faire. Et c'est ça ce que je commence à appeler le portefeuille d'opportunités. La vie, ce sont les opportunités. Il faut connaître toutes les opportunités, choisir et faire. J'ai encore quelques cas. Vous me permettez? Vas-y. Oui? Oui, mais vas-y. Mais, Ah oui, mais je vais, hein. Vous voulez avoir aussi par après quelques questions et réponses? oui. Oui? Vous voulez combien de temps pour les réponses? Les réponses.
10 minutes de réponse pour chaque question. Oui, je peux faire. Mais non, en général, vous êtes... ça va 15 minutes, 20 minutes? Oui, ça 20 minutes, ça va. Ah, ouais, ok, merci, merci. Alors, on va parler un peu de la lumière. Les satellites. Les satellites, c'est du passé. Mesdames et messieurs, les satellites, c'est le passé. C'est fini. Ah oui, c'est l'époque de la guerre froide qu'on a fait tant pour les satellites. Qu'est-ce qu'on fait avec les satellites? Ben voilà, on a encore besoin des satellites pour faire quelques observations de temps, etc. Mais quel est le plus grand usage aujourd'hui? C'est pour transmettre des données. Le GPS, c'est satellite. Vos vidéos Netflix, vous, Français, Netflix, c'est incroyable, hein, tout branché sur Netflix. Pas tous, mais... Alors, le Wi-Fi, c'est notre système préféré de communication, non? Qui n'utilise pas le Wi-Fi? Vous habitez dans les caves. Mais qui n'utilise pas le Wi-Fi? Presque tout le monde utilise le Wi-Fi. Presque tout le monde. Exception confirme la règle, madame, je suis bien d'accord. Alors, quelle est la nouvelle technologie? C'est la lumière. J'aimerais bien vous poser la question. Quelle est la plus grande vitesse qu'on connaisse sur cette Terre? C'est 300 000 km par seconde et ce sont des photons. Ça bouge. Ce sont des particules. Et le son est un peu plus lent. Ah oui, pourquoi est-ce qu'on a choisi le Wi-Fi avec des fréquences radio et pas avec lumière? Qui était le responsable de cette stupidité? Parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de le faire avec des fréquences radio. Et vous savez, la fréquence radio que vous avez aujourd'hui pour le Wi-Fi, c'est le même que votre appareil micro-ondes à la cuisine. On utilise les fréquences des micro-ondes parce qu'à l'époque, le pauvre type qui était responsable pour l'invention a simplement pris un système de micro-ondes de sa cuisine et l'a utilisé. On l'utilise encore aujourd'hui. Combien de fréquences radio existent sur cette Terre? Ah oui, on est dans un business school et pas sans clé. Ouais. Alors, si vous avez toutes les fréquences radio, vous en avez 1000, 60% réservés pour les militaires, 40% pour vendre aux enchères aux grandes entreprises, pour des milliards. Combien de fréquences lumière existent? 1 milliard. On ne peut pas le vendre. C'est accessible à tout le monde. Alors, je vous introduis à la nouvelle technologie, c'est que ce que vous voyez là, l'éclairage public, eh bien, mesdames et messieurs, l'éclairage public sera les satellites de demain. Chaque lampe a la capacité de se convertir en satellite. Les mêmes fonctions que vous avez pour le GPS. Le GPS ne passe plus d'ici 25 ans par des satellites. Les GPS passent par l'éclairage public. Qui a inventé ces technologies? Vous ne connaissez pas? C'est un Français. Ah oui, les Français, ils célèbrent toujours les Américains. Hein. Alors les Français, c'est Suat Topsu, français, qui à l'université Saint-Clair a inventé le système qui est en train de bouleverser le système mondial de la communication. Parce que quand vous avez une transmission de données par fréquence radio, vous êtes un plus lent que la transmission de données par fréquence lumière. Aujourd'hui, vous attendez tous avec impatience le 5G? Ah non, je suis content. Mais le 5G, on vous promet quand même 1 giga par seconde de débit de données. Nous avons avec la lumière, une lumière comme ça, on est déjà à 50 gigas par seconde. 50 gigas. Et nous sommes convaincus que d'ici 3 ans, on est à 2 téras par seconde. Ça veut dire 2 téras? Ça veut dire que la totalité de la bibliothèque des films de Netflix,
en 1 seconde. Alors on n'a pas des machines pour recevoir toutes les données. Mesdames et messieurs, nous sommes sur le point de repenser la totalité de l'Internet. L'Internet que vous avez aujourd'hui, c'est le passé. Ça n'a rien à voir avec le futur. Mais le futur sera la lumière. Parce que si moi, j'ai des lampes LED et j'y mets transmission de données, j'économise 95% d'énergie. 95% d'énergie. On veut quand même faire quelque chose pour le climat, non? Et vous ne vous souhaitez pas avoir au même moment un débit beaucoup plus élevé de transmission de données. Vous voyez la différence? Mais bien entendu, les pauvres types qui ont payé quelques milliards pour avoir la licence ne lâchent pas. Hein. Ah non, vous êtes obligés de prendre un peu le 5G avant que vous pouvez bénéficier de ce service français. Mesdames et messieurs, ça c'est une de nos dernières inventions. Vous aimez bien nager? Vous avez déjà essayé de parler quand vous êtes en train de nager? Ça ne marche pas très bien. Hein? Eh bien, mesdames et messieurs, vous voyez cette petite lumière? Hop. Vous voyez cette petite lumière? C'est une LED. Et cette LED transmet les données. Si nous sommes à 5 et nous plongeons, on se parle dans l'eau. Decathlon est fasciné par cette masque. Decathlon a inventé la masque, mais la LED, c'est la nôtre. Et nous allons lancer d'ici quelques semaines, au Japon, l'opportunité de pouvoir parler quand vous êtes dans l'eau. Ça change la vie, hein? Est-ce que vous avez déjà enseigné votre petit-fils à nager dans l'eau? C'est panique. Mais si vous mettez ça, vous pouvez parler, relax. Mesdames et messieurs, j'aimerais bien balader entre beaucoup de projets de différentes envergures, de différents types. Mais on a besoin quand même de reconnaître que le Li-Fi, pas le Wi-Fi, mais le Li-Fi sera la technologie de transmission de données. Bien entendu, quand les Américains apprennent d'un Français qui souhaite transformer l'Internet, ils disent « Ah, Minitel, vous vous rappelez ?» Ah oui, mais maintenant, c'est à nous de dire aux Américains « Ah, le Li-Fi, vous vous rappelez ?» Et je suis convaincu, d'ici 10, 15, 20 ans, on a changé complètement de la logique. La voiture intelligente est une voiture équipée avec Li-Fi. Les voitures parlent entre elles. Les voitures parlent, se communiquent avec la lumière. Combien de LED vous voyez dans une voiture aujourd'hui? C'est bourré de LED. Mesdames et messieurs, les satellites n'ont pas de futur. Et c'est bien parce qu'on a trop de débris de satellites déjà dans l'atmosphère. Maintenant, on est en train de lancer des satellites pour récupérer des anciens satellites. Ça n'a quand même pas de sens. Mais le Li-Fi va nous changer la vie. Ça a pris 17 ans entre l'invention du Wi-Fi et l'installation du Wi-Fi dans un téléphone. 17 ans. C'est normal que ça prend 10 ans, parce que la résistance est trop forte. Et malheureusement, le modèle d'affaires de nos amis d'Apple, c'est quoi? Ils touchent une commission sur la transmission des données. Et s'il n'y a plus de transmission de données sur le téléphone, Apple, vendre. Vos actions, vous vendez. Parce que ces actions n'ont pas de... parce que leur modèle d'affaires est en question. Et mesdames et messieurs, c'est pour ça qu'on a besoin des entrepreneurs qui n'acceptent jamais un non. On a besoin des entrepreneurs qui disent, si c'est un non, je suis motivé de le faire. Si ce n'est pas permis, je le fais. Et c'est la grande différence. Mais tout ce qui est lumière a immédiatement aussi un impact sur la production de notre nourriture. Chlorophylle. Vous connaissez, hein? La lumière, chlorophylle, énergie. Eh bien, les fraises que vous voyez ici sont des fraises qui poussent en 3 semaines. Bio. Qu'est-ce qu'on a changé? Une chose, la lumière. On donne aux fraises la lumière que les fraises souhaitent avoir pour être mûres, frais, qui poussent vite.
Et malheureusement, je ne sais pas si vous êtes catholique, mais il y a un bouquin qui fut écrit il y a quelques années, ça s'appelle Genèse. Ouais. Et les premiers mots qu'on a mis dans la bouche de Dieu, c'est que la lumière fut. Ah, vous vous rappelez cette phrase? On n'a pas bien compris ce qu'on voulait dire. Eh bien, je vous l'explique. C'est le LiFi. On a la transmission de données d'une telle efficacité, mais nous avons aujourd'hui un grand problème. Tous les biologues du monde ont étudié l'ADN et ont fait le splitting des gènes et on a oublié d'étudier quelle est la lumière que souhaite une plante. Imaginez-vous, on n'a pas de perfil étudié des lumières que souhaitent les plantes dans les différents stades de leur vie. Nous sommes les premiers scientifiques qui ont fait des perfils des plantes et on sait exactement quelle est la lumière qu'elles souhaitent avoir. Et grâce à ça, mesdames et messieurs, adieu OGM. Adieu. C'est évident, parce que moi je suis capable de faire que la plante souhaite, pas ce que l'homme souhaite que fasse la plante. Et comme ça, nous sommes en train de mettre en open source, ouvert pour tout le monde, ces données. Et c'est assez pour moi décevant que même après notre première 6 années, qu'en Europe, on a 0 écho. Qui est intéressé par ça? Les Chinois. La Chine souhaite nourrir son peuple. Ils ont besoin de la nourriture et pas n'importe quoi. C'est-à-dire nos plus grandes installations aujourd'hui sont en Chine. Et là, c'était le grand défi de l'année dernière. Je ne sais pas si vous célébrez encore le 14 février. C'est décevant hein, que vous dites J'attendais quand même que vous me dites « Bah oui !» Alors, nous sommes aux Pays-Bas. Et vous vous imaginez que les Hollandais préfèrent donner des roses ou des tulipes. Bien entendu, ce sont des tulipes qu'ils souhaitent donner. Alors, les Hollandais, on les a toujours dit que les tulipes, ça ne pousse pas en février. C'est trop froid. Alors, quand on me dit on ne le fait pas, c'est une raison pour le faire. Ah oui, c'est comme chaque enfant, hein. Chaque enfant a cette mentalité. Papa dit non et l'enfant dit non, oui, mais je vais le faire. Alors tout d'un coup, on a trouvé un partenaire pour s'aimer 50 millions de bulles de tulipes. Et on a fait avec les lampes un planning pour être prêt le 13 février. Ah oui, parce qu'on voulait même combien avoir les tulipes frais. Ah, on n'aime pas avoir une qui est déjà comme ça. Et on a dit, c'est pas possible. Eh bien, mesdames et messieurs, on a livré le 13 février 1919 50 millions de tulipes. Et pour la première fois, les Pays-Bas, comment? 2019. Merci, vous êtes encore bien attentifs, je vous remercie. Et tout d'un coup, on a pu annuler les 7 Jumbo Jets, Jumbo 747 de roses qui ont revenu de la Colombie. En avion, bien bourré de chimie parce que, bon, voilà, là, après un vol de 15 heures, les fleurs ne sont pas en meilleur état. Mesdames et messieurs, ça vaut combien une fleur pour Saint-Valentin? On ne discute pas le prix, monsieur. Pour Saint-Valentin, on ne discute pas le prix. C'est une opération de 50 millions d'euros. Mesdames et messieurs, si nous avons décidé de transformer notre société dans une société durable, eh bien, on va inventer des modèles, des négoces tout à fait différents. Mon dernier cas, si vous me permettez, c'est le chardon. Quand je vous dis mot chardon, qu'est-ce que vous pensez? Mauvaise herbe. Vous pensez glyphosate.
vous voulez le tuer. Parce que dans votre jardin, probablement, vous n'aimez pas avoir trop de chardon. Eh bien, mesdames et messieurs, j'adore les chardons. Grâce à l'huile chardon, qui est une huile comparable aux artichauts, cette huile me permet de soumettre l'huile à une pression, à une température pour séparer l'huile en acides. Et les acides pour les chimistes sont des acides pélargoniques ou azéaliques. Et avec les huiles qui sont devenues des acides, on les mélange avec l'alcool, qui est le produit d'une fermentation avec du sucre. Vous me suivez? Sucre, alcool, huile, acide, les deux ensemble, qu'est-ce qu'on a? Des polymères plastiques. C'est-à-dire que nous avons monté déjà 5 usines en Italie et on produit des plastiques avec les betteraves et le chardon. Mesdames et messieurs, c'est fait. Ce n'est pas une idée. L'investissement est supérieur aujourd'hui à 1 milliard d'euros. Quel est notre but? De changer tout ça. Les capsules ne peuvent pas être des capsules faites avec l'aluminium, comme la majorité chez vous. On a maintenant des capsules, déjà fait pour Lavazza, et on le fait simplement avec des polymères qui sont faits avec chardon. Mais nous avons un produit intéressant. Nous avons le substitut pour le glyphosate. C'est la revanche des chardons. Chardon prend sa revanche. Les chardons sont en train de se fabriquer, transformer en substitut glyphosate. Mais il y a un petit problème technique en Europe. Quand une petite entreprise américaine souhaite avoir un permis pour utiliser un herbicide, ils reçoivent un permis pour tous les pays avec une décision. Moi, petit entrepreneur qui a investi dans les chardons, j'ai besoin d'un permis et homologation dans chaque pays pour chaque application. C'est-à-dire que moi, je suis belge, j'aimerais bien protéger mes frites et mes pommes de terre. C'est-à-dire que moi, j'ai maintenant une application pommes de terre avec nos produits d'herbicides et ça nous a pris 5 ans pour avoir homologation. Et si maintenant je veux utiliser le même produit en France, apparemment, vos pommes de terre ne sont pas les mêmes qu'en Belgique. Hein. Je sais qu'on peut discuter des frites, mais quand même, les pommes de terre sont les mêmes. Je suis obligé d'obtenir une homologation française pour les pommes de terre en France. Et je suis obligé de refaire dans les 28 pays de l'Europe. C'est quand même une folie. Mais on le fait. On avance. Mais je crois que c'est très important de voir un peu l'impact. Ici, vous voyez Porto Torres, en Sardaigne. C'est une ancienne installation pétrochimique qui fut installée en 1962. Et nous avons transformé l'ancienne installation pétrochimique en biochimie, avec chardon. Ça, c'est le futur. Je ne suis pas contre le pétrole, je suis en faveur de quelque chose qui est nettement meilleur. Je ne veux pas faire moins mal, je ne veux pas limiter les dégâts, je ne veux même pas protéger la nature. Il faut qu'on régénère la nature, il faut remettre la nature sur sa voie d'évolution, comme elle l'a fait les 4 milliards dernières années. C'est la seule manière d'avancer. Et bien entendu, il y a une petite entreprise en Italie qui s'appelle Eni. C'est comme Total. Et c'est le gouvernement qui contrôle. Alors voilà, il faut se mettre d'accord avec le gouvernement. En Italie, c'est possible. C'est pas évident. Je n'ai pas dit que c'est évident, mais c'est possible. En France, impossible. Et voilà, c'est notre nouvelle installation sur les anciens sites. Mesdames et messieurs, le chardon, il y a 20 millions d'hectares de chardon autour du Méditerranée qui sont traités avec les glyphosates. 4 fois par an, avec un permis.
Et nous, on commence. Mais je vous rassure que pour autant que je vis, je vais continuer. Parce que je veux foutre la porte ces glyphosates. Je n'accepte pas du tout qu'ils ont les excuses du monde pour dire « Ah, mais il n'y a pas de substitut ». Non, on les a et on sait les produire. Et c'est ça ce qu'il faut faire. Mesdames et messieurs, nous avons un très grand problème avec les plastiques. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas un ingénieur dans le monde entier qui peut recevoir des cours d'engineering chimie dans lesquels l'ingénieur apprenne comment faire des polymères qui se dégradent dans l'eau, dans la terre et dans l'air. Vous vous imaginez? C'est normal qu'on est en train de bouffer des plastiques. Parce que personne enseigne comment le faire. Alors, si nous sommes dans un tel niveau d'ignorance, vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes Homo non sapiens. Parce que la nature sait parfaitement comment dégrader dans l'air avec ultraviolette, mais on met des bloqueurs ultraviolettes partout. C'est-à-dire qu'on ne peut plus dégrader avec le soleil, avec l'ultraviolette. Et les gens qui nous donnent des produits biodégradables dans la terre, c'est pas avec des bactéries qui sont de la terre, et ces bactéries n'existent pas dans l'eau de mer. C'est pour ça que les plastiques biodégradables ne dégradent pas dans l'eau de mer. Raison pour laquelle nous avons cette poubelle qui s'appelle les océans, où nous avons accumulé, et on continue d'accumuler, entre 6 et 8 millions de tonnes de plastique par an. Mesdames et messieurs, nous sommes Homo non sapiens. Ma solution et mon travail principal, c'est l'éducation. L'inspiration aux jeunes, les enfants. Il faut qu'on inspire les enfants. On ne peut pas leur raconter les stupidités que nous avons faites comme adultes, avec notre modèle de consommation, notre modèle de compétitivité. Alors on ne parlons pas, mais on fait des fables. Moi j'écris, et j'aime bien, je ne savais pas en français, c'est un fabuliste. Un fabuliste, oui. Un fabuliste. Alors je suis un fabuliste. J'écris des fables. Aujourd'hui, j'ai déjà écrit 325 fables. Mais j'ai un partenaire que je ne pouvais jamais m'imaginer, c'est le Parti communiste chinois. Alors, vous imaginez que vous vous réveillez le matin et vous dites « Ah, mon partenaire, c'est le Parti communiste en Chine. » Ils sont venus me voir et m'ont demandé de travailler ensemble. Et mesdames et messieurs, ils ont déjà publié et distribué maintenant 216 de mes fables dans 735 000 écoles. C'est pas mal. De temps en temps, on dépasse ses rêves. La fantaisie, même ma fantaisie, n'incluait pas du tout que mes livres seront dans toutes les écoles chinoises. Mais ce qui est extraordinaire avec les Chinois, ce qu'il est clair qu'ils ont décidé de changer le système éducatif. Ils souhaitent, bien entendu, pas que tout le monde devienne très critique. Ils souhaitent que tout le monde devienne contribueur aux innovations, au développement positif. Quand même, on est dans une situation assez dramatique. Et c'est là on commence à voir que la Chine reprend la relève parce qu'ils sont en train de redéfinir l'éducation. On n'en parle pas, même pas dans le monde, on n'en parle même pas dans le Canard enchaîné. On n'en parle pas. On a toujours d'autres histoires à raconter à propos des Chinois. Mais pour moi, c'est cette opportunité d'être avec les Chinois, d'être avec les jeunes. Ici, c'est l'ouverture en septembre dernier. Je suis devant 1000 élèves qui sont là pour écouter mes fables. L'année dernière, je fus élu un des 10 meilleurs enseignants de la Chine. Je ne parle même pas de chinois. Je ne comprends pas. Mais c'était par votation publique, par Internet. Mesdames et messieurs, nous avons un grand devoir. Le plus grand devoir qui est le nôtre,
c'est de prendre chaque jour au moins 3 minutes pour inspirer des jeunes. Si vous n'avez pas le temps pour inspirer des jeunes tous les jours, mesdames et messieurs, préparez-vous pour les gilets jaunes. Hein? Préparez-vous pour les protestations. Hein? Préparez-vous pour l'immigration non contrôlée partout. Il faut inspirer les jeunes. On ne peut pas continuer à faire comme on fait aujourd'hui. Et c'est pour ça que je crois que la meilleure chose qu'on peut faire, c'est vraiment d'inspirer ces jeunes. Vous voyez ce qui est écrit là-dessus? From pool to tree. De la myrte à l'arbre. Et bien entendu, tous les Chinois savent très bien que l'hygiène est très importante. Ils apprennent. Ils font le théâtre. Et évidemment, j'ai écrit une fable là-dessus. Nous sommes aujourd'hui dans cette grande nécessité de revoir comment nous structurons notre société. Il faut avoir des maîtres et des grands maîtres. Il faut avoir des mentors. Il faut avoir des gens qui nous inspirent, des gens qui prennent le temps de parler avec nous. Parce que la méthodique chinoise, japonaise, et si moi je suis un bon enseignant, j'ai de bons étudiants. Ce n'est pas l'étudiant qui est bien ou pas bien. C'est moi l'enseignant qui a la responsabilité de faire naître dans l'enfant ce qui est présent dans tous les enfants. Tous les enfants ont l'intelligence. Tout le système est là, même s'ils ont des limitations de temps en temps. Mais si moi je suis un bon enseignant, j'ai de bons élèves, les élèves m'enseignent ce qu'ils ont appris et moi je deviens un maître. Si moi je suis un bon maître, je vais avoir l'opportunité d'enseigner des enseignants. Et les enseignants vont devenir quand même des gens extraordinaires qui vont m'enseigner. Et si moi je suis très bien, j'ai les meilleurs enseignants qui vont me donner un feedback. Et si moi j'ai des enseignants qui m'enseignent, comme maître, je peux devenir un grand maître. Et mes meilleurs enseignants vont devenir des maîtres. C'est comme ça construit le tissu dans une société. C'est le partage, c'est l'apprentissage, mais pas seulement d'haut en bas, mais d'en bas en haut. Mesdames et messieurs, pour moi, ça c'est la société. La société, c'est de partager, d'apprendre. J'ai eu le luxe et le grand avantage, les dernières 35 années, d'avoir plus de 3000 chercheurs qui ont toujours partagé leurs connaissances. Ils ont toujours regardé à moi pour ce type qui est toujours prêt de prendre l'initiative et de faire. Nous avons besoin des gens qui font, mais aussi des gens qui rêvent. J'espère que vous rêvez très bien cette nuit. Merci. Merci Gunther, merci beaucoup. Je suppose qu'il y aura beaucoup de questions. Tu nous as inspirés, tu nous as donné des idées, tu nous as fait réfléchir, tu nous as fait réfléchir à ce qu'on ne réfléchit pas suffisamment d'une manière générale. Merci. Qui veut poser la première question? Monsieur, je vous amène. Merci. Merci pour cette passionnante conférence, Monsieur Paoli. Le rideau d'algues dont vous avez parlé, quand on le retire ou quand les algues se dégradent, que deviennent les particules de plastique? Je n'ai pas bien compris. J'ai compris qu'on faisait du phosphate, j'ai compris qu'on faisait du méthane, mais je n'ai pas compris ce que devenait le plastique. Merci. Les plastiques sont dans le résidu. Le résidu est plus ou moins 3% solide. Le solide qui reste est bien entendu bourré avec cette type variété de plastique, avec tous les atouts qu'on a mis là-dedans, qui sont des secrets de l'industrie. Aujourd'hui, on fait la pyrolyse avec. La pyrolyse, ça veut dire on va augmenter la température à 800 degrés, mais sans oxygène. Parce que le problème qu'une fois ça devient volatile, c'est un problème.
Alors il faut le détruire. Cette destruction nous donne un carbone résiduel qu'on dépose chez nos amis des cimenteries. Parce que ce sont les seuls qui brûlent à 1200 degrés, sont les seuls qui sont capables. Cimenterie, cement. Et c'est la manière dont on dispose aujourd'hui. C'est un premier pas. C'est ce qui fonctionne. L'avantage, c'est que quand vous faites la pyrolyse, vous créez du syngaz. Le syngaz, c'est l'hydrogène. Nous avons méthane et hydrogène. Ça me permet d'entrer dans l'économie de l'hydrogène. C'est un peu le dessin que nous avons aujourd'hui. Nous sommes tout au début. Mais le plus important, c'est que selon nos calculs, si on le fait dans le monde entier, nous aurons besoin d'un siècle pour nettoyer les océans des microplastiques. Un siècle. Il faut mieux démarrer maintenant. Hein. Merci. Voilà, je comprends bien comment marche le LiFi avec la lumière, mais le jour, en plein jour, comment que ça marche? Ah, merci pour la question. Bonne question, oui. C'est une extraordinaire question. C'est pas parce que nous ne le voyons pas qu'il n'y a pas de lumière. Nous savons très bien que les fréquences de lumière ne sont pas perceptibles par nos yeux. Alors on travaille avec des fréquences de lumière qu'on ne voit pas, comme l'infrarouge. Et alors on ne voit rien, mais la connexion est quand même établie. Je voulais vous demander quoi boire, parce que je vois que vous buvez dans une bouteille en verre. Non, elle est en plastique? C'est vert, sinon Voilà. je ne le prendrai jamais. Je pense que c'est difficile actuellement en France, même pour une famille nombreuse, d'acheter par exemple des bouteilles en verre. Enfin, on ne trouve pas, ou c'est très cher. Les filtrations, filtration, etc. On sait quand même qu'il y a beaucoup d'hormones féminines qui passent dans tout ça et que ça a peut-être un lien avec la baisse de la fécondité masculine. Quoi boire, quel système prendre, voilà, c'était ma question. Alors je vous suggère de prendre Coca-Cola tous les jours. Non, c'est une blague, c'est pas vrai. Je vous propose de boire beaucoup de champagne, beaucoup de vin, entre autres, parce que tout boisson fermentée, alors là c'est important, c'est pas seulement le vin et le champagne, tout boisson fermenté, comme la soupe miso, tout ce qui est fermenté, tous les problèmes que vous soulevez, si la fermentation a duré au moins 12 heures, ces particules hormonales, etc., ont été détruites par la fermentation. Ça, c'est le grand avantage. C'est pour ça que les monastères, à l'époque, ont inventé la bière. N'oublions pas que la bière ne fut pas inventée pour... La bière fut inventée pour avoir une boisson libre de bactéries, libre de virus, même si on ne connaissait pas à l'époque ce qu'était un virus. C'est pour ça qu'on a mis les houblons, pour changer le pH. C'est pour ça qu'on a changé l'acidité. C'était un produit génial parce qu'on a fait exactement ce qu'il faut faire pour changer pH et acidité avec une fermentation qui élimine toutes les autres cellules. Et c'est pour ça que la bière était quand même une révolution à l'époque. C'est pour ça qu'aussi que les monastères étaient si populaires. Ah, parce que oui, là, on survivait à l'intérieur. Je ne connaissais pas si vous connaissez le Norbertin. Les monastères norbertins qui font le trappiste. Vous connaissez le trappiste quand même? Ah oui. Alors, vous devriez prendre trappiste une fois par jour, hein, avant de dormir. Avec la vraie fermentation originale, pas avec la levure OGM. Hein. La France est le plus grand producteur du monde de levure OGM. Ah, tous les bières que vous buvez, c'est avec des OGM. Hein. La levure. Ah non, les bières belges, non. Ah non, la différence, c'est pas seulement les frites, hein, c'est les frites et les bières. Mais madame, c'est très important. Les filtrations ne fonctionnent pas très bien.
Il y a une variété de filtration que je vous propose, c'est avec des filtrations avec des tourbillons. Le tourbillon, le vortex. Pourquoi? Parce que c'est la manière naturelle que l'eau se auto-nettoie ou auto-hygiénise. C'est fascinant, c'est le tourbillon. Parce que quand vous avez un tourbillon qui tourne comme un minimum 9 minutes, pas dans une minute, mais 9 minutes de tourbillon, eh bien, vous avez détruit toutes les cellules. Non, non. Par après. Non, après. Je ne fais pas la pub. Mais c'est très important. Vous cherchez tourbillon dans le traitement d'eau, vous avez un filtre carbone normal que vous avez, mais il faut passer par le tourbillon. Le tourbillon, c'est la force de la nature. Vous savez qu'au centre du tourbillon, vous avez une pression de jusqu'à 5000 bars. 5000 bars, il n'y a rien qui sait survivre. Vous faites la rupture de toutes les membranes. C'est fait par la nature. Et en plus, c'est joli. Je ne sais pas, vous aimez bien le tourbillon? On le voit tout le temps, hein, vous allez aux toilettes, c'est le tourbillon. Hein. Quand même, celui qui a inventé les toilettes, il a pensé en tourbillon. Pourquoi? Pour nettoyer. Et pour... Ah oui, oui, oui. Madame. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez partagé ce soir. J'ai une question par rapport au modèle, si vous en avez un, d'innovation. Parce que vous avez trouvé ces idées et fait en sorte qu'ils émergent et qu'ils deviennent des modèles aussi économiques et les autres, enfin beaucoup d'autres pour l'instant ne le font pas. Est-ce que vous avez un modèle? Est-ce que vous cherchez la technologie d'abord ou est-ce que vous réfléchissez autrement pour faire émerger le mélange entre l'idée et la possibilité de l'amener au marché? Je démarre jamais avec la technologie, je démarre avec une nécessité. C'est-à-dire que je m'énerve du fait que les caféculteurs n'ont pas de futur. J'aimerais bien trouver des solutions. Alors là, on remonte. Mais heureusement, avec ce réseau des scientifiques, surtout des scientifiques asiatiques, depuis 1994, quand j'étais l'invité du gouvernement japonais aux Nations Unies, ce réseau me donne chaque fois, comme je ne suis pas scientifique, les bonnes leçons pour apprendre que pourrais-je faire. Mais ma contribution, ce n'est pas les technologies, c'est m'imaginer les multiples bénéfices et les multiples cash flows. C'est le modèle d'affaires. Parce que je sais que la transformation doit passer par un modèle d'affaires. Si vous ne voulez pas dépendre des subventions pour le reste de votre vie. Monsieur. Oui, bonsoir, vous nous avez fait rêver. Vous venez de parler du fait que certaines choses vous font énerver. Alors, je voudrais avoir votre avis sur 2 points. Eh ben, l'évolution du climat, j'imagine que ça peut vous énerver un tout petit peu. Il y a des gens qui nous expliquent que dans 15 ans, ce qui se passe en Australie, il fait plus chaud, ça brûle, il y a plus de CO2, comme il y a plus de CO2, c'est plus chaud, etc. Donc il y en a qui nous disent dans 15 ans, c'est foutu. Quel est votre avis là-dessus? Puis à l'autre opposé, il y a des gens qui nous présentent des choses pour aller sur Mars. Vraiment des rêves et qui nous disent on va y arriver. Alors il y en a qui disent ouais, mais dans 15 ans, si on est mort, c'est pas la peine. Donc quel est votre avis par rapport au climat? Ça doit vous énerver. Et puis, le rêve d'aller sur Mars. Alors, je vais donner une réponse très jésuite. Ça veut dire pas direct. J'étais l'éditeur dans les années 80, 86 à 90, des rapports annuels sur l'état de la planète. State of the World. World Watch Institute, Washington, des rapports extraordinaires chaque année. Chaque année. Chaque année jusqu'au moment où, comme éditeur, je devenais déprimé. Ah oui, si on regarde l'état de la planète en 86, 7, 8, 9, etc., j'ai dit, je ne lis plus ces rapports. C'est fini. Je veux être positif, mais je ne peux pas être positif si je suis bombardé avec le négatif. Alors,
Depuis lors, je fais abstraction des mauvaises nouvelles, en plus des tweets de M. Trump. Je n'intéresse pas. S'il y a des gens qui en parlent, ça n'existe pas. Pour moi, c'est très important. Si vous avez l'état d'esprit de faire l'analyse de tous les grands problèmes du monde, vous avez un problème. Hein? Et vous ne dormez plus. Vous ne pouvez plus manger, vous ne pouvez plus rien faire. C'est pour ça, écarté. Et je fais focus sur des projets que je sais qui sont possibles. 2 mars. Ah oui, les Huguenots, en 1600, je ne sais pas quoi, sont partis de la France, ils n'ont jamais dit on revient l'année prochaine. Ils sont restés en Afrique du Sud. Et je crois que c'est bien qu'il y a des gens qui ont la mentalité des Huguenots pour dire mais pour moi c'est fini, je vais ailleurs. Absolument, fantastique, moi je reste. Hein. Alors moi je n'ai pas envie de me mettre sur Mars à moins 67. Hein. Quand même, je préfère être ailleurs. Mais j'adore, je connais bien Ariane Marais, descendante des Huguenots en Afrique du Sud, qui est le leader de première équipe de 9 qui se prépare pour Mars. Je la connais, elle est superbe. Mais elle va dire au revoir, parce qu'elle ne rentre pas. Comme ses arrière-grands-pères ont fait avec la France quand ils sont partis pour l'Afrique du Sud. Bonjour. Bonjour. Vous dites que, par exemple, l'imagination, d'un point de vue personnel, c'est important. Mais imaginons, si on prend ce que vous avez expliqué sur la Hollande, le fait de créer avec comme une sorte de chaleur pour les tulipes, ça résoudrait certains besoins. Et si on avait, comment dire, si on pouvait, réduire réaliser tous les désirs des gens, l'imagination, elle passerait où? Quelle belle question, hein? Alors, avant tout, les tulipes, ce n'est pas une chaleur, c'est seulement les fréquences lumière que souhaite avoir la plante, sans chaleur. Les plantes n'ont pas besoin de chaleur. Les plantes ont besoin des fréquences lumière. Tout ce que nous faisons est grâce à fantaisie et créativité. Tout. Tout ce que nous avons. Alors, la base de tout, c'est la créativité, la fantaisie. La base de tout. Mais répondre aux besoins de quoi? Malheureusement, nous avons une telle liberté sur le marché que c'est possible d'importer cette Jumbo 747 avec des roses qui en plus sont bourrées des produits chimiques toxiques qui ne sont pas permis en Europe et on va jeter après les roses où? Dans les poubelles, on va faire un peu de compostage. Alors, nous avons un système qui est complètement farfelu, qui est complètement erroné. Imaginez-vous, on transporte le beurre le monde entier, le blé le monde entier pour après transporter tous les cookies, tous les biscuits le monde entier. Alors, ce n'est pas juste. Quand même, pourquoi est-ce qu'on a la nécessité de transporter tout le temps et après le produit fini, on le transporte partout parce que tout le monde croit d'avoir le droit d'acheter petit beurre n'importe où dans le monde. Alors je crois que si on a un tel système, il faut commencer à gratter là-dedans avec des choses qui ont des multiples bénéfices. Et si on est dans les multiples bénéfices, nous pouvons imaginer une accélération de la transformation grâce à notre créativité. Mais votre question mérite quelques heures de débat. Monsieur Lézé, oui. 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 Moi, je crains d'être moins poétique. Mais je m'interroge aujourd'hui sur le moteur électrique, dont on a les gorges pleines, versus le moteur à hydrogène. Qu'en pensez-vous? Hydrogène. D'accord. Notre bateau a fait la preuve. Le bateau que vous avez vu, on a solaire, 8 tonnes de batterie lithium, et quand on a fait le plein avec les panneaux solaires, on a 2 jours de propulsion pour un bateau de 100 tonnes, 36 mètres.
24 mètres. Quand on fait le plein de nos 200 litres de tank d'hydrogène, nous avons la propulsion pour 8 jours. Imaginez-vous, 200 litres, 8 jours, l'investissement de 8 millions. Batterie, 1 million, 2 jours, c'est tout ce qu'on a avec 8 tonnes. Mesdames et messieurs, les batteries, c'est le passé. C'est bien si vous avez acheté des actions dans les mines de lithium comme M. Musk a fait. Il fait le hedging de ses opérations Tesla avec les batteries, avec les matières pour les batteries qu'il a déjà décidé de faire. C'est pour ça aujourd'hui, avec quoi gagne M. Musk son argent? Pas avec les voitures, avec les batteries. C'est-à-dire que là, nous sommes encore une fois sur un intérêt économique et nous sommes obligés de prendre des voitures électriques avec des batteries qui sont quand même un scandale parce que c'est la destruction de cette terre avec la force minière derrière. Mais en plus, c'est pas efficace. Je suis désolé. Monsieur Pauli, bonsoir. Hélène. On ne peut pas faire quelque chose au niveau politique. Plus près. Beaucoup de fois, vous parlez des solutions qui peuvent être prises par l'Europe, par la France, par l'Italie. On ne peut pas agir là-bas. On n'arrive pas à faire ça. J'ai essayé. J'ai plus de 100 photos avec moi et un premier ministre, un roi, un chef d'État. Vous savez ce que je me rappelle de la réunion? La photo. Parce que pour le reste, rien. Vous savez que j'ai décidé que ça ne vaut plus la peine. Alors, je continue de croire que c'est possible d'avoir l'influence. Je fais un travail très ponctuel aujourd'hui, depuis 4 ans, dans les G20. Je crois que là, j'ai trouvé une petite charnière qui me permet d'avoir une petite influence. Mais je vous dis que la gestion des États, par des premiers ministres et par des chefs d'État, des présidents, est devenue si compliquée que je ne crois plus dans la possibilité de les influencer. Je ne crois plus. Ah, ok. Mademoiselle. Tout d'abord, merci pour ce transfert de connaissances et de savoir. Ma question portait en fait sur le LiFi. Je voulais comprendre un peu au niveau de l'atteinte à notre vie, parce que en fait on observe plusieurs bornes quand vous l'expliquez. C'est des bornes à chaque mètre autour de nous, donc un balisage complet. Et je voulais savoir comment le protéger et comment le sécuriser pour éviter que cela atteigne notre intégrité personnelle. Vous avez un téléphone? Voilà. Ça, c'est un Apple. Samsung, même chose. Cet appareil a un écran. Cet écran est allumé par 5 LED. Moi, aujourd'hui, je peux connecter avec ces 5 LED pour voir quel est le contenu de votre téléphone. Aujourd'hui. Ce n'est pas facial recognition, ce n'est pas la reconnaissance de la tête. Non, c'est là. En plus, un Apple a des caméras. Quelle est la fonction d'une caméra? C'est capter lumière. Ah, je peux entrer dans vos caméras. Vous devez faire comme ça pour éviter que j'entre. En plus, il y a un senseur infrarouge et je peux faire WhatsApp avec votre senseur infrarouge. Aujourd'hui. Si je le fais, je suis un hacker. Et si les Américains savent que c'est moi, je vais en prison aux États-Unis. Alors je ne fais pas. Je le fais pour des raisons de recherche et développement.
Mais quel est le problème aujourd'hui? Votre appareil est déjà parfaitement équipé pour connecter avec la lumière. En plus, c'est fait pour communiquer avec la lumière. Et c'est la raison pour laquelle je crois que nous avons un grand avantage, parce que si moi je connecte avec les LED qui sont là-haut, si vous voulez intercepter mes données, qu'est-ce que vous devez faire? Vous vous mettez entre les deux. Si vous vous mettez entre les deux, vous coupez la connexion. Ah! Tout d'un coup, je comprends pourquoi les Américains ne souhaitent pas savoir du LiFi. On ne peut plus hacker. Ah! Mon Dieu! On ne peut plus hacker parce que ce n'est que la connexion directe qui fonctionne. Alors moi, je peux le faire avec une réflexion. Je peux mettre des miroirs dans ces salons. Je peux avoir, vous voyez là, ce sont 20 petites LED. Je peux envoyer les petites LED sur 20 petits miroirs. J'ai toujours la connexion. Vous savez qu'aujourd'hui, mais chaque connexion doit être une connexion directe. Et si moi je mets un outil pour copier, je coupe. Ça, c'est la révolution. Je n'ai pas eu le temps. J'ai écrit un livre là-dessus, hein, vous le trouvez. J'ai écrit un livre seulement sur toutes ces opportunités. Mais 32% de l'investissement aujourd'hui en Europe, en Internet, c'est la sécurité. Je libère 32%. Ouais. C'est un capital qui aujourd'hui est fait pour éviter que soit américain, soit chinois, soit mon voisin, ou ma copine est en train de piquer tous mes données. C'est incroyable, hein? C'est pour ça que la lumière sera une révolution. Je vous remercie. Gunther, merci pour cette conférence pleine d'espoir. Donc si les politiques n'y peuvent rien, ce sera certainement les citoyens, les entreprises ou les investisseurs qui changeront la donne. Et les plus gros freins au changement sont ceux qui ont à gagner de garder le système productiviste actuel, les Nestlé, les Danone que vous citiez. Qu'est-ce qui peut accélérer cette transition vers les systèmes plus circulaires, plus vertueux que vous avez décrits aujourd'hui? Alors, je vous ai dit, avant tout, je crois que c'est l'éducation. Il faut ouvrir l'état d'esprit des jeunes. Hein? Comme je dis toujours, si vous ne savez pas comment monte la pomme dans l'arbre, vous ne savez rien du tout de la vie. Vous savez tous et toutes comment tombe la pomme. Mais vous n'avez aucune idée comment elle monte. Si vous ne savez pas quelles sont les 7 lois de la physique qui permettent à la pomme de monter contre la loi de gravité, vous connaissez les 7 lois? Même si je vous donne Internet, accès à Google, Google ne sait pas non plus. Hein. Vous imaginez, on ne sait pas comment monte la pomme. Ignorance, notre plus grand problème. Ce n'est pas les multinationales qui sont le problème. Notre ignorance, notre manque de goût pour les nouveautés, pour la surprise, pour la découverte, pour faire appliquer, pour tester et faire. Ça, c'est notre problème, avant tout. Et comme citoyen, on a toutes les possibilités de le faire, tout le temps. Deuxième, bien entendu, c'est que notre éducation nous a amenés à penser que ce n'est pas possible. Si vous croyez que ce n'est pas possible, c'est pas possible. On a besoin de beaucoup plus de jeunes arrogants qui croient que tout est possible. Parce que si vous croyez que c'est possible, eh bien, mesdames et messieurs, probablement, c'est possible. Mais nous sommes aujourd'hui dans un état d'esprit où on dit toujours, c'est pas possible, on ne peut pas le faire, vous n'avez pas de chance, c'est trop difficile, c'est compliqué, la politique ne suit pas. Et quelle est votre réaction? Mais on rejoint les gilets jaunes, hein? Ah oui! Deux dernières questions, alors, monsieur, allez-y. Je vous remercie, comme beaucoup, vous êtes très inspirant. L'éducation, comme vous l'avez dit, mène à tout. Mais pour moi, ce que je constate dans tous les problèmes qu'on voit avec le climat, c'est le pouvoir qui corrompt. Et le pouvoir qui a la connaissance et qui évite. Et c'est comment faire pour que ce pouvoir n'arrête de corrompre et qu'il y ait du partage et qu'on aille dans le bon sens. On l'ignore. Ignorer. Ah oui. C'est lui qui ne nous ignore pas. Ah non, mais le problème c'est qu'on a une énergie dans la vie
Et on a du temps à investir dans la joie et la beauté. Et moi, je ne vais pas investir mon temps à faire une lutte, une transformation d'un système que, comme vous dites, est corrompu. Je ne préfère pas. Je préfère créer un autre système. La concurrence n'essaie pas de tuer l'autre. Ça, c'est l'échec. Nous devons faire un travail pour prendre de l'espace et faire croître l'espace. Et un jour, l'autre corrompu n'a plus d'espace, il s'en va à Mars ou ailleurs. Des dernières questions, monsieur, oui. Ça tombe bien qu'on finisse sur moi, du coup. Moi, je suis convaincu que si les gens comprennent et si les jeunes sont éduqués à des procédés comme ça, on peut changer le monde et que même d'ici 20 ans, on puisse le faire. Mon objectif, c'est d'être président de la République pour ça. Donc ma question, c'est est-ce que vous allez m'aider à le faire? Bonne question, dernière. Vas-y, vas-y. C'est une bonne question. Tu veux répondre? Est-ce qu'on peut les aider? Mais évidemment, on est disponible. On a besoin des gens ambitieux qui ont des rêves et qui vont lutter pour réaliser leurs rêves. C'est évident. Parce que le monde a toujours été transformé par des gens qui ont des rêves, qu'ils partagent et qui sont partagés. Merci.